Je vais passer la parole à Sylvia Fredriksson, qui est designer chercheur, comme ça doit être affiché là-haut, qui travaille beaucoup sur les enjeux d'appropriation citoyenne des cultures numériques et des technologies comme levier d'émancipation de la société civile, et qui travaille aussi beaucoup sur les communs. Simon disait dans son propos que justement les gens qui connaissent bien les communs auraient sûrement un regard critique sur la façon dont ça s'est passé, cette consultation. Est-ce que c'est le fond de votre pensée ? Alors, moi, on ne vient pas juger, je pense, voilà, mais plutôt réfléchir à ce que tu as très bien formulé, hein, comment on fait coïncider une éthique des moyens avec une éthique des fins. Je pense que c'est aussi un des enjeux qui se pose au travers les pratiques des communs. Moi, je voulais vous proposer un angle de lecture qui est aussi l'idée d'interroger les écritures, puisque, comme l'a très bien expliqué Axel Lemaire, ce fait d'écrire la loi qui est extrêmement complexe, en fait, ça ne sort pas de nulle part. On ne se met pas à écrire la loi comme ça du jour au lendemain. Ça présuppose des cultures, des pratiques. Et donc, c'est plutôt par cet éclairage sur les pratiques d'écriture que je voulais vous proposer de réfléchir à cette question de l'écriture collective de la loi avec, si vous le voulez bien, un support de présentation. Peut-être je me déplace. Oh là là, c'est hyper bien. Merci. Alors, on va faire comme ça. Voilà, donc je vais essayer de faire vite parce que c'est assez dense. C'est aussi le fruit d'une réflexion qui fait suite au tiers-lieux, etc. Donc il y a beaucoup de matière. Donc j'irai très vite sur certaines slides. En 4 points, l'idée c'est de dire comment ces pratiques d'écriture, donc je vais commencer par la pratique de la loi, mais je vais essayer de travailler à éclairer avec vous un répertoire d'écriture collective autour des communs et de la fabrique du droit et de la loi. Comment ces pratiques d'écriture, elles informent un agir politique et des formes d'agir politique. Et puis, en 3 points ensuite, j'essaierai de voir ce que ça dit du rapport entre la société civile et les institutions. Alors, du point de vue des communs, puisque en 2015, etc., moi, j'étais un peu avec Savoir commun et d'autres collectifs sur ces pratiques d'écriture-là. Donc, qu'est-ce que ça informe en termes de rapport aux institutions, au-delà d'un dualisme démocratie directe et démocratie représentative ? Qu'est-ce que ça nous informe ? Qu'est-ce que ça informe du numérique ? Et ça, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, au-delà d'un outil, qu'est-ce que ça dit d'une écologie numérique et quelles sont les relations à questionner entre une dynamique nationale et une dynamique plus locale ? Ça a été aussi évoqué par Axel Lemaire sur l'efficience de logique municipaliste, par exemple. Et enfin, 3e point, rapidement, j'essaierai de réfléchir à un élargissement du champ de réflexion entre la loi et le droit, voilà, qui sont aussi un spectre assez intéressant. Alors, je vais essayer ce petit exercice de la télécommande. Voilà. Je voulais, donc là, je vais passer très vite, mais simplement rappeler une chose, c'est que on ne présuppose pas des insiders et des outsiders, puisque c'est aussi la thématique qui est proposée par le cadre de design des instances, qui sont les insiders et les outsiders de la participation politique, de l'agir politique. On ne le présuppose pas, et une littérature dense, notamment dans le champ des SHS et également de l'infocom, nous donne à voir une analyse déjà prolixe de ces dynamiques de public. Donc là, je passe assez rapidement, mais ça me permet de dire que je resserre le champ, moi, sur les communs. Mon parcours de designer me fait dire aussi que on ne peut présupposer d'un agir, d'une capacité à se saisir des technologies mieux par les uns que par les autres. Des travaux comme ceux de Nicolas Auret ou plus récemment encore de Dominique Pasquier donc, qui mènent des enquêtes vraiment dans les quartiers populaires sur l'appropriation du numérique, nous montrent à quel point en fait, il y a une diversité d'appropriation avec aussi un agir politique fort, mais pas forcément dans les lieux où on les attend. Donc, revenons sur notre histoire de loi numérique. 2015, la loi République numérique, 21 associations se regroupent pour publier une déclaration en faveur des biens communs dans la loi numérique.
Y participent un certain nombre de collectifs qui ont des revendications très diverses, mais qui tous se regroupent autour d'une notion, ce sont les communs. Et ça, c'est très important pour le fil que je vais vous proposer. Je vais passer ça un peu vite. Je vous propose une deuxième date, c'est la date du 16 décembre 2016. La France accueille à Paris le sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert, le fameux OGP, qui sera boycotté par 11 organisations, qui sont la plupart similaires aux organisations qui ont travaillé de manière collaborative avec le gouvernement lors de la loi République numérique. Raison de ce boycott, donc majoritairement la question du fichier TESS, ce fameux fichier qui marque pour la société civile une régression des droits humains et des libertés avec l'instauration d'une surveillance généralisée et d'un fichage des citoyens qui porte atteinte à la vie privée. Ou encore des questionnements qui ont été soulevés par Axel Lemaire sur le logiciel libre. Ce que je veux vous montrer en opposant ces deux dates, c'est l'idée encore que les insiders et les outsiders de cette collaboration ne sont pas donnés et que ces dynamiques-là sont toujours à remettre en jeu. Troisième date, 28 mai 2018, donc plus récemment, une plainte collective contre les GAFAM, adressée notamment par la Quadrature du Net avec un certain nombre d'associations, qui permet à 12 000 personnes de porter plainte contre les GAFAM, plainte collective qui aura un certain succès puisque la CNIL va condamner à 50 millions d'euros Google notamment sur certains axes qui avaient été posés par la Quadrature. Alors, pourquoi je vous mets en vis-à-vis ces trois dates ? Co-rédaction d'un projet de loi, plainte collective, lobbying, ce sont quelques exemples de répertoires d'action politique où l'écrit tient une place centrale pour les communs en tant que configuration politique, qui ne sont pas données, comme je vous l'ai montré, qui se reconfigurent en permanence. Et ces répertoires d'action de l'écrit soutiennent une forme de reconnaissance des communs que je vous propose d'explorer en essayant de creuser un peu ces répertoires d'action. Donc cette renaissance des communs, elle s'accompagne depuis les travaux d'Elinor Ostrom dans les années 90 d'une expression consciente et d'un développement réflexif de ces praticiens qui s'incarnent dans ces écrits. Et l'écrit advient donc naturellement au cœur de ce retour et participe donc d'une part à un désir de structuration et de renforcement de ces mouvements dans un paysage économique et juridique souvent encore hostile à ces manifestations. Et donc, de ce point de vue, écrire revient à reconnaître un certain nombre d'alternatives, de dérivations possibles, qui sont souvent traitées comme irréalistes ou utopiques par, on va dire, les maîtres de l'histoire avec un grand H. Ces pratiques, elles s'inspirent souvent du fork, issu du logiciel libre. L'acte de fork, c'est donc l'acte d'écrire qui peut accueillir une pluralité de versions et de trajectoires possibles. Ces pratiques d'écriture documentaire, donc qui s'incarnent dans les tiers-lieux au travers les processus de documentation, elles relèvent d'un effort de compréhension et de description de territoire et de dynamique collective à l'œuvre. Donc ça, c'est la première... Je vais passer ma slide. Voilà, première typologie d'action, une démarche de description. On pourrait faire référence à Latour qui invoque une démarche de redescription de nos territoires. Donc, on peut y faire référence. L'écrit constitue également ce qui permet de créer du lien, de la réciprocité. Ça a été également évoqué au travers des expériences de tiers-lieux. L'écrit constitue également un outil tactique pour les communs qui n'ont pas forcément ambition de constituer un tout unifiant, mais plutôt une archipel d'initiatives, donc à la mystification de l'intérêt général pour un peuple construit sur mesure par des institutions politiques. Les communs vont privilégier l'inventivité d'un savoir-agir instituant par lequel peuvent se concrétiser des faisceaux de droits de manière distribuée. À la manière de la General Public License ou des Creative Commons ou encore des mécanismes de gouvernance de Wikipédia, tous ces processus sont autant de formes singulières de production de normes juridiques ascendantes
on peut citer Valérie Peugeot ou Lionel Morel ici, qui organisent la lutte contre les abus de la propriété intellectuelle, donc dans le champ des communs de la connaissance. Et de même, dans le champ des communs naturels, se démultiplient les initiatives et les stratégies tactiques de mise en œuvre de documents, de chartes qui vont permettre de soutenir une inventivité juridique et souvent la création de hacks de réglementation existants qui détournent la finalité initiale de mécanismes juridiques au profit d'usages civiques. Les communs, au travers de ces processus, se présentent donc comme des instruments juridiques qui prétendent reconfigurer le partage du pouvoir et la légitimité des acteurs dans l'espace public à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'un territoire ou peut-être même d'un État. La mise en écriture prépare ainsi le terrain juridique et invite les administrations à cohabiter avec les initiatives locales ou à intégrer le principe de commoning dans la régulation municipale, étatique ou européenne. De ces pratiques sémantiques et documentaires transparaît enfin le déploiement de discours engagés sur le plan politique qui appellent à la généralisation des communs comme une forme de gouvernance. Donc on pourra citer rapidement les travaux de Dardot et Laval ou encore le dictionnaire récent des biens communs. Donc voici un peu le champ des répertoires d'action. Je ne m'étends pas là-dessus, mais je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il y a aussi une redistribution du rôle de l'outsider et de l'insider dans cette créativité juridique, qu'elle soit à travers les communs numériques ou à travers les outils juridiques de tout à chacun. Dans la salle, ici, on a le collectif Bureau d'études qui a observé, donc qui interviendra cet après-midi, qui a observé aussi des réappropriations du droit par des producteurs, par des paysans qui œuvrent, qui usent de stratégies de contournement, d'utilisation, de remobilisation de la loi, là où la bureaucratie n'est plus capable d'appliquer sa propre loi. Donc voilà, c'est un travail assez intéressant. Je vais essayer d'avancer vite donc sur 3 points. Le premier point, c'est de dire que cette diversité, cette complexité des réalités textuelles et donc manipulation juridique qui construisent et factionnent l'action politique, elle nous permet de formuler en miroir une critique de la réalité textuelle, donc de la réalité écrite qui façonne le débat public. Et ces conventions. Alors ça je passe. Et je vais me référer rapidement à Yves Citon, qui rappelle que notre débat public se place un peu, se formule aujourd'hui un peu sous l'emprise de diverses approches qui sont extrêmement normatives, les approches quantitatives, les approches rationnelles et argumentatives et un cadrage très habermasien du débat public, c'est-à-dire l'agir communicationnel. Nous sommes tous en mesure normalement de tenir un discours argumenté et celui qui n'est pas capable de tenir ce discours argumenté, il est quelque part exclu du débat public. Et donc on vit, et notamment des institutions comme la Commission nationale du débat public qui fonctionnent sous ces règles et avec cet héritage de l'agir communicationnel habermasien. Et donc, se mettre en capacité d'ouvrir le spectre des modes d'écriture tels que je vous les ai formulés, c'est aussi favoriser une culture de l'interprétation et accueillir aussi ce que Citon appelle le partenaire bizarre, l'impertinent, qui, dans la discussion et dans la diversité des formes d'énonciation qui sont en jeu dans cette fabrique de la démocratie. Nos démocraties donc, sont en mal de procédures capables de faire face à ces dissentiments d'une façon à permettre à la fois d'orienter nos destins communs sur la base de choix rationnels collectivement assumés et de respecter en même temps la pluralité des visions du monde qui se côtoient en chaque point du globe. Donc Citon souligne la nécessité de rendre au discours leur richesse et leur plurivalence signifiante. C'est peut-être donc l'entreprise des communs au travers le panel des stratégies d'utilisation textuelle et juridique. C'est peut-être leur entreprise au commun de littérariser les controverses et de développer une culture de l'interprétation. Je pense que je vais m'arrêter de lire pour finir plus rapidement. Il me reste encore un peu de temps.
Alors, la deuxième notion aussi que je voulais apporter, c'est l'idée de communauté de vérité dans les communs. Je me réfère ici au texte de Marc Jaja qui cite lui-même Paul Venn. Dans cette réflexivité sur les modes d'écriture, il y a aussi l'idée qu'on va se défaire des idéologies, du jugement, du juste et du vrai et du faux, pour se rendre compte que nous sommes tous porteurs, non pas d'idéologie, mais de programmes de vérité, et que travailler cette culture de l'écrit, c'est aussi travailler une réflexivité sur nos propres idéologies, prendre conscience que c'est un va-et-vient, une négociation d'idées, et ça inclut l'idée de capacité des citoyens et de chacun à voir, ça le rend capable de jugement critique sur lui-même. Donc les communs, c'est ça, c'est beaucoup de réflexivité, beaucoup de questionnement et d'inventivité juridique. Et pour moi, ça forme un espace politique. Et qu'est-ce que ça informe, ces communs, par rapport, donc je vais faire en 3 points, par rapport à nos institutions, par rapport au numérique et par rapport à la loi. Alors, les communs sont, comme dit Ostrom, des arrangements institutionnels. Ça avait été dit aussi dans les colloques précédents avec à la Cité du Design, qui ont été présentés par Olivier Péricot. L'objet du commun, c'est une auto-institution du social, c'est-à-dire que c'est travailler à la capacité des citoyens à créer, à réinventer des institutions. Et donc, il y a l'idée de se rendre capable de réagencer, de recréer des institutions. Donc c'est important parce que les communs ne sont pas contre l'institution, mais bien dans une optique de partenariat public commun. C'est également cité par Bowens avec la notion d'État partenaire. Et pour autant, l'intérêt des communs dans cette réinvention de l'institution, c'est aussi cette réflexivité sur ce qui doit se rajouter à cette pensée de l'institution. L'exemple de l'Italie est intéressant, avec l'idée que les communs doivent être associés à la notion de droits fondamentaux. Alors là, pareil, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ça permet aussi de faire en sorte que la participation de commoners ne soit pas uniquement une manière pour les politiques publiques de se dévoyer de leurs responsabilités, mais bien de replacer la question des droits fondamentaux comme étant quelque chose dont l'État doit être garant. C'est aussi rajouter la notion de capacité, donc l'idée d'un apprentissage par les pairs, d'un soutien, d'une solidarité. C'est aussi l'idée des communs négatifs, c'est-à-dire de prendre en charge ce dont on hérite mais qu'on n'assume pas forcément. Alexandre Monin prend souvent l'exemple des centrales nucléaires. Ce sont aussi des communs qu'il va falloir prendre en charge. Et c'est aussi, et on le verra dans la journée de demain, intégrer aussi la question des non-humains dans ces agencements institutionnels. Donc ça c'est sur le rapport à l'institution et ce que les communs apportent à l'institution. Je l'espère. La deuxième dimension, c'est ce que ces communs nous informent du numérique. Le numérique soutient cette créativité juridique parce qu'elle est un milieu et non pas un outil, un environnement avec des effets d'interaction, d'enveloppement, de continuum. C'est un milieu de vie et un milieu associé. Et donc, ça, c'est important quand on met en marche cette idée qu'on peut écrire aussi le code source d'un territoire et que le rôle que peut avoir l'institution publique aussi, c'est de préserver la diversité de ces codes sources sur les territoires pour préserver la diversité de ces voix dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, dans une ville comme Saint-Étienne, où des rapports de force se jouent entre les tiers-lieux et Google, pour ne citer que lui, c'est
quelque chose que je tiens ici à défendre. Je reviens sur Citon et sur nos tiers-lieux. Travailler sur cette écologie numérique du territoire et sur cette diversité d'interprétation du débat public, c'est cultiver ce que Johan Durieux appelle lui aussi le mycélium de nos territoires, ce qui va permettre d'avoir un sens commun duquel va émerger ces champignons comme les expériences dont on traite sont des champignons. Donc c'est une revendication pour une sorte de tiers techno-paysage où les acteurs, au-delà de la loi, peuvent agir au quotidien sur le droit. Alors, je n'ai pas eu le temps de donner des exemples très précis, mais on pourra peut-être en discuter plus tard. Le travail sur les chartes, le travail sur les mécanismes juridiques, c'est aussi redonner une temporalité à ce rapport et cette littératie du droit. Et ça me semble majeur dans ce qui se joue dans les communs. J'espère ne pas être trop longue. Merci.